Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300 et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord il y a 12 ans. Derrière la mousse se cache le brasseur, ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 1, Amaury d'Herbigny, la microbrasserie du Vieux-Lille et les bières de Célestin à Lille. Alors que son père vend la brasserie familiale en 1956, Amaury d'Herbigny reprend le flambeau presque 60 ans plus tard en 2014. Il s'inscrit donc à son tour dans cette longue lignée de brasseurs. Depuis son aïeul, de la première moitié du XVIIIe siècle, Célestin Cordonnier, le flambeau est passé. Alors c'est une brasserie familiale depuis 1740. Mais la brasserie, donc en 1740, c'est un de mes aïeuls qui s'appelait Cordonnier qui l'a reprise. Elle existait déjà depuis 1500 et quelques, mais c'était pas dans la famille. Elle était à Aubourdin et elle s'appelait la brasserie du Cygne. Et c'était une brasserie et un cabaret en même temps. À l'époque, il y avait pas mal de brasseries cabarets. Et donc c'est dans la famille depuis 1740. On brasse tous de père en fils. Et mon père a vendu cette brasserie en 1956, parce que malheureusement, il y a beaucoup de brasseries qui disparaissaient à cette époque-là. Et moi, j'ai repris le flambeau 60 ans après, quand j'avais une cinquantaine d'années, un petit poil plus. C'est quoi une brasserie cabaret ? Eh bien, je ne sais pas trop bien, parce que je n'ai pas pu interviewer mon ancêtre à l'époque, mais j'imagine que comme il y a le mot cabaret, il devait y avoir des filles, et comme il y avait une brasserie, il y avait de la bière, donc voilà, il devait y avoir les deux, ça devait collaborer pas mal. Célestin Cordonnier, qui est ton aïeul, achète cette brasserie. Pourquoi ? Comment ? Il était déjà brasseur à l'époque, lui ? Ah, ça, j'en ai aucune idée. Je sais pas, j'ai pas d'archives là-dessus. Comme archive, j'ai juste retrouvé l'acte d'achat, mais ça dit pas sa profession et tout ça, ni son âge. Bon, je pourrais le retrouver, hein, mais voilà, j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus. Mais en tout cas, il achète une brasserie qu'il transmettra ensuite à ses fils, etc. Oui, c'est ça, tout à fait, à ses fils. Et un jour, il y en a un qui s'appelle Célestin Cordonnier. Parce que souvent ils se transmettent les prénoms aussi pour faciliter les choses. Il y en a un qui n'a pas de fils, il n'a que des filles. Et donc c'est pour ça que moi je m'appelle pas Cordonnier, je m'appelle d'Herbigny, parce que une des filles de Célestin Cordonnier s'est mariée avec un d'Herbigny, qui était mon arrière-grand-père. On a descendu combien de générations là ? Eh bien moi je suis la 9e génération de la lignée. Et alors, la recette de la bière est restée la même, elle a évolué, elle a changé. Aujourd'hui, est-ce que tu fais quelque chose de complètement différent, nouveau ? Alors aujourd'hui, je fais un truc complètement différent, enfin plusieurs bières, mais complètement différentes. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai pas retrouvé les recettes. Je pourrais les retrouver parce que c'est dans une pièce, mais bon, il y a plein de poussière, tout ça. Voilà, donc je n'ai pas trouvé les recettes. La deuxième raison, c'est que je pense qu'on n'aimerait pas les bières qui étaient brassées à l'époque. Et la troisième raison, c'est que je suis pas sûr, mais je pense qu'on ne trouverait pas les mêmes ingrédients. Et donc voilà, ça fait 3 raisons qui font que je suis parti sur une feuille blanche. Et donc ton père, un jour, décide de vendre cette brasserie, hein, dans les années 50. L'histoire s'arrête en fait. Oui, l'histoire s'arrête complètement. La brasserie est vendue avec les marques et les cuves. La brasserie est démolie. On garde juste la maison dans laquelle j'ai habité jusqu'à l'âge de 10 ans. Mais j'ai malheureusement pas connu la brasserie. Et ça a été vendu aux enfants de Gaillan à l'époque. Les enfants de Gaillan ont sûrement récupéré le matériel puisqu'ils l'avaient racheté. Et puis peut-être qu'ils ont exploité les marques, mais alors là, c'est des marques qui n'existent plus aujourd'hui. C'était la marque Derby, qui était la première partie de mon nom. Mais c'est tout. Après, je connais pas bien l'histoire.
Donc toi, tu es reparti de zéro ou de pas grand-chose, mais toujours avec cet héritage, en fait, en mémoire, quoi. Oui. Moi, je suis parti de zéro, complètement zéro. Le seul héritage que j'avais, c'était les histoires de mes oncles, de mon père, de mes tantes dans la brasserie, parce que surtout au moment où la brasserie était occupée par les Allemands, parce que c'était une commandanture, et puis bon, les Allemands, comme ils aiment bien la bière, ils avaient la bière à profusion. Mais sinon, oui, je suis parti complètement zéro. La brasserie est ici à Lille, donc c'est à 3 kilomètres de Bourdin. Donc y a pas, les cuves n'ont rien à voir, les recettes n'ont rien à voir, les marques et le site n'ont rien à voir. En juillet 2014, tu t'installes ici, rue Jean-Jacques Rousseau. On est dans le Vieux-Lille, hein, c'est limite piéton. Enfin, c'est une rue à sens unique, une rue étroite, toute pavée. Et là, on découvre cette micro-brasserie du Vieux-Lille et cette vitrine avec cette belle enseigne, les bières de Célestin. Évidemment, dans le nom Célestin, il y a un côté un peu rétro, hein, c'est le nom de l'aïeul, par qui tout a commencé. Donc il y a ce pont entre aujourd'hui une brasserie moderne dans un quartier ancien et ce pont avec le passé et l'histoire de ta famille. Oui, en fait, oui, le seul lien que j'ai récupéré, si je peux dire, c'est Célestin. En l'honneur à mon aïeul. Et puis je trouvais que ça faisait sympa, c'est un prénom sympa. C'est vrai que c'est un peu ancien, mais les prénoms anciens reviennent un peu à la mode. Et puis après, j'ai fait une cave plutôt moderne où j'ai 400 bières du monde et pas mal de bières locales. Et puis la brasserie juste derrière, toute neuve, ouais, en effet. Alors ça, on ira visiter tout à l'heure, mais là pour l'instant, on est dans ton bureau et trône au mur du bureau le portrait, la peinture de Célestin Cordonnier. Oui, 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 tout à fait. Donc il me surveille, donc je peux pas faire trop de conneries, quoi. Il faut que je fasse gaffe. Je suis obligé de faire des bonnes bières, sinon ça va pas aller. Pour revenir à l'histoire de la brasserie, hein, elle a connu quand même des heures florissantes. Dans les années 50, il y avait quand même 2 millions de litres produits par an. C'était une brasserie de belle taille et une belle production. Oui, 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 en effet, c'était une belle brasserie pour l'époque. Bon, malheureusement, il y a eu cette vague de fermeture de brasseries, de rachat par les plus grosses brasseries. Je ne sais plus combien il y avait de brasseries à l'époque, c'était pas loin de 2000. Aujourd'hui, on est qu'à une quarantaine, une cinquantaine peut-être. Bon, même s'il y a un renouveau de la brasserie dans le Nord-Pas-de-Calais, on reste peu nombreux. Mais peut-être qu'un jour, on va arriver à 100 brasseries et peut-être 200, je ne sais pas. Pourquoi pas? En tout cas, ça se développe, hein, les micro-brasseries, on le vend en poupe. Oui, 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 les microbrasseries, on le vend en poupe. Les clients aiment beaucoup acheter la bière localement, mais je pense que c'est pas seulement lié à la bière. Le consommateur a besoin de voir ce qui est produit devant ses yeux. Il y a de plus en plus de restaurateurs qui ont la cuisine ouverte à leurs clients. La pâtisserie au Merveilleux en est un bon exemple aussi, où les pâtissières font le merveilleux devant tout le monde. Et là, bon, il y a une brasserie dans le Vieux-Lille où je brasse, mes clients me voient brasser. Il y a les odeurs de houblon, les odeurs de cuisson du malt le matin. Le houblon, c'est plutôt l'après-midi. Et ouais, ça, c'est plutôt sympa. Et puis il y a une transparence. On cache rien aux clients. Oui, il y a une transparence au propre comme au figuré, c'est-à-dire que entre la boutique et la brasserie, on a une baie vitrée, mais qui permet de voir absolument tout ce qui se passe côté brassage. Voilà, de voir et de sentir. Et après, ils peuvent goûter en direct. On est dans des locaux qui sont tout petits. C'est une brasserie de taille modeste, rien à voir peut-être avec celle d'Aubourdin. Ah oui, 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 ici c'est tout petit. Le local fait 60 mètres carrés. À Aubourdin, bon, comme je disais, je l'ai pas vu, je l'ai pas connu, mais ça devait faire, je sais pas, moi je dirais 3000 mètres carrés, 4000, peut-être 5000. C'était grand, en effet, oui. Et donc une microbrasserie dans le Vieux-Lille. Tu produis aujourd'hui 7 bières. Oui, 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 c'est ça. Des blondes, des triples, des bières IPA, donc plutôt sur l'amertume. Il y a un stout aussi. Et puis je fais vieillir une partie de mes bières dans des barriques.
des barriques qui ont servi à faire vieillir des vins, du whisky, du porto, des choses comme ça. Donc on les fait vieillir pendant 5 mois, 5-6 mois, suivant les bières. Et pour le coup, on a une autre bière. On a la même racine de la bière, la même recette, mais il y en a une partie qui part en bouteille ou en fût, et puis après, il y a une autre partie qui part en barrique. Donc on a une bière différente, avec des notes boisées, des notes de vin ou de whisky tourbé, par exemple. Enfin, on a plein de choses, des belles complexités. Et c'est ce que tu recherches justement, d'avoir des bières, des produits qui se démarquent de l'ordinaire, que ta bière blonde ne ressemble pas à n'importe quelle autre bière blonde. Oui, 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 tout à fait. Alors ça vient... en fait, mon père était un grand voyageur et il m'a donné un petit peu le virus. J'ai pas mal voyagé et pour le coup, j'ai découvert pas mal d'épices, de fruits et tout ça. Et c'est pour ça que dans mes bières, je mets des épices un peu exotiques pour donner des notes différentes. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que toi, rien ne te prédisposait à devenir brasseur un jour, hein. Tu es devenu brasseur sur le tard. Avant ça, tu étais commercial dans une multinationale, donc rien à voir. Et un beau jour, raconte-nous comment ça s'est passé. Tu as claqué la porte et tu t'es dit, je vais faire ma bière, moi aussi. Alors, en fait, j'ai bossé pendant 25 ans pour une multinationale où j'étais très content. Mais je me suis dit un jour que si je restais dans cette multinationale, je vais y rester jusqu'à ma retraite et je n'aurais fait qu'une chose, c'est vendre un seul produit toute ma vie. Et il y avait ce côté familial de la bière qui me trottait. J'entendais toujours des histoires de brasseurs, de brasseries. Et j'aime beaucoup la bière. Et je me suis dit un jour, ben, pourquoi je monterais pas ma propre brasserie? Donc je décide de quitter la magnifique boîte pour laquelle je bossais, la multinationale. Et puis, j'ai monté cette brasserie dans le Vieux-Lille. Et voilà, c'est parti. Donc maintenant, ça fait 4 ans. J'ai commencé avec 2 fermenteurs de 500 litres. Je vais dire 5 hectos pour les pros. Et puis maintenant, là, il y a un an, j'ai ouvert une deuxième brasserie à Marquette, donc à 3 km d'ici, où je peux brasser des plus gros volumes parce que j'avais pas mal de ruptures de stock. Et puis pour faire aussi plus d'élevage en barrique. Donc j'ai un site plus important à Marquette, mais je garde celui de Lille où je continue à brasser. Le site de Lille, c'est un peu la vitrine. C'est là que viennent les touristes, que s'arrêtent les passants. Oui, alors les touristes pas tellement parce qu'en fait la rue c'est une petite rue pas passante. C'est plus par le bouche à oreille et puis j'ai beaucoup de clients qui habitent dans le coin qui viennent à la brasserie comme ils viennent chez le boulanger et peut-être pas tous les jours mais qui viennent souvent. Et pour le coup les touristes j'en ai très peu parce qu'ils s'aventurent pas dans la rue facilement. Mais j'en ai un petit peu quand même. Il y a des touristes qui sont un peu aventuriers, ça arrive. Et pour le coup, ils sont contents de voir une brasserie dans l'île. Comment le commercial est devenu brasseur? T'as suivi une formation, t'as étudié, tu as appris dans les bouquins. Alors, j'ai suivi 2 formations, une à Douai, une à Nancy. Et puis ensuite, ben, la brasserie a été livrée et ben, je me suis lancé, voilà, tout simplement. Le fabricant m'a aidé pendant une semaine. Et puis après, ben, j'ai passé de longues heures, de jour comme de nuit, ici, à essayer de trouver les solutions, parce que brasser, ça se fait pas naturellement. Et puis la salle de brassage, c'est beaucoup de manettes à manipuler, et c'est pas toujours évident. Donc on y passe des heures, des longues heures. Mais après, ce qui compte, c'est d'avoir un bon résultat et on a la satisfaction de pouvoir boire une bonne bière. Comment a réagi ton entourage quand tu as annoncé que tu changeais de vie et que tu repartais dans un univers complètement nouveau qui est celui de la bière? Alors mon entourage, en fait, comme je travaillais pour une multinationale, j'étais sur Paris. Je suis né à Lille, mais je suis parti sur Paris. Je me suis marié à Paris avec une Bretonne et on a eu des enfants. Donc la réaction, ça a été plutôt sympa, mais ils sont quand même restés à Paris. Ils m'ont dit, tu vas faire ton truc à Lille tout seul, et puis tu reviens nous voir le week-end si tu as envie. Et puis bon, en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai bossé pendant 3 ans la semaine à Lille, et je remontais le samedi soir à Paris
pour les retrouver. Et puis là, ils m'ont retrouvé depuis un an. Ils sont revenus finalement. La bière les a attirés à Lille. Et voilà, donc ils sont sur Lille depuis un an. Quand on lance une nouvelle bière, comment est-ce qu'on est accueilli, surtout quand on n'est pas brasseur, hein, quand on redémarre, comme tu l'as fait, comment est-ce qu'on est accueilli dans ce milieu de la bière, dans ce milieu des brasseurs? Alors, dans le milieu du brasseur, ça, j'en sais rien. C'est à eux qu'il faudra poser la question. Je pense qu'ils m'ont un petit peu attendu au virage. Mais j'en sais rien. J'imagine qu'il y a des brasseurs qui doivent penser que je suis un tocard. Il y en a qui doivent penser que j'ai eu du courage. Il y en a qui doivent penser qu'ils s'en foutent. J'en sais rien. Je pense qu'il y a un peu tous les profils. Quand je les vois, bon, c'est plutôt cordial, c'est convivial. Après, dans mon dos, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Voilà. Après, les consommateurs, c'est pareil. Mais j'en ai pas mal et j'en ai de plus en plus. Donc, je pense que mes bières plaisent. S'ils reviennent, c'est plutôt bon signe. Voilà, ils reviennent, c'est plutôt bon signe. J'en ai pas eu qui sont venus avec une bouteille vide me la casser sur le coin de la gueule. Donc c'est qu'il n'y a pas eu de grosses erreurs. Voilà, je ne sais pas très bien en fait. On disait tout à l'heure que tu cherchais à faire des bières plutôt high level, un peu chiadées, un peu complexes. Se retrouver à la carte d'un chef comme Pierre Gagnère ou à Lille comme Clément Marot, c'est quand même le signe d'un beau succès. Oui, non, je suis assez fier de ça, ouais. Mais Ça après, s'est fait comment? ça s'est fait comment? Bah, je suis allé les voir tout simplement et puis voilà. Après, il y a aussi des baraques à frites qui vendent mes bières et j'en suis très fier parce que c'est pas parce qu'on est chez Pierre Gagnère que le client qui va à la baraque à frites n'a pas le droit de boire ma bière. Et voilà, donc ça me va très bien. Mais par contre, c'est surprenant que des restaurants gastronomiques servent de la bière. C'est pas dans leurs habitudes, ils sont plutôt portés sur le vin. Oui, c'est vrai. Et ça fait quelques années qu'il y a quand même de plus en plus de restaurants étoilés qui référencent des bières artisanales à leur carte parce que la bière redevient un produit noble. Il y a eu un accident je dis qu'il y a eu un accident dans l'histoire de l'humanité, c'est que pendant 60 ans, il y a eu des bières industrielles et le consommateur en a eu un petit peu marre, donc il se dirige vers des bières artisanales de plus en plus. Et donc les bières artisanales plaisent de plus en plus, il y a de plus en plus de brasseries artisanales et le consommateur a de plus en plus de choix et je trouve que c'est très bien pour lui. Donc là, c'est les 5 dernières minutes. Alors, Amaury, tu nous fais découvrir une de tes bières, puisqu'on a dit qu'il y en avait 7. Alors, laquelle as-tu choisi? J'ai choisi une double IPA. Alors une IPA, c'est une bière de type India Pale Ale, ça veut dire. Donc c'est une bière où on recherche l'amertume et les arômes. Donc là, c'est une double IPA à la fleur d'oranger, parce que moi, je vais mettre un petit truc en plus. Donc dans celle-ci, on a mis de la fleur d'oranger. On la trouve où? On la trouve donc ici à la cave à bière, dans quelques cavistes, bah, vraiment quelques. Parce qu'en fait, on l'a sortie il n'y a pas longtemps. Hein. Et on la trouve à Paris parce qu'en fait, c'est une collaboration qu'on a faite avec un bar à Paris qui s'appelle le Brewbury. Et donc, elle est à 8,5 degrés. Donc, c'est plutôt une bière forte en alcool. Et on va se régaler, je pense. Elle se ferme avec une capsule. Pourquoi la capsule? Pourquoi pas le bouchon? Parce que le bouchon, pour moi, la capsule, c'est plus facile à poser qu'un bouchon, tout simplement. J'ai pas tergiversé pendant longtemps. Une capsuleuse, c'est très facile à manier. Un bouchon, faut mettre un muselet. Enfin, c'est compliqué. Oui, parce que dans une micro-brasserie artisanale comme la tienne, on bouche les bouteilles une par une, on capsule les bouteilles une par une, il n'y a pas de machine. Oui, sur le site de Lille, oui, on fait tout à la main. Là, c'est une capsuleuse, une capsule à la fois, une bouteille à la fois. Et la soutireuse pour remplir les bouteilles, il y a 4 becs, donc on fait 4 bouteilles à la fois, ce qui est très peu. Hein. En fait, quand je fais une mise en bouteille d'une cuve de 500 litres, il faut une journée à 3.
pour faire 700-800 bouteilles. Comment est-ce qu'on définit une recette de bière? C'est toujours les mêmes ingrédients, mais qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait que cette bière-ci n'a pas le goût de cette bière-là? Ah, ça c'est une question vachement complexe. Euh, L'orge va donner le corps et la couleur à la bière. Les houblons vont donner l'amertume plus ou moins forte en fonction des houblons, les arômes aussi. Et puis après, bah, c'est l'alchimie de tout ça. Et puis après, c'est les épices qu'on ajoute ou pas qui vont faire que la bière va avoir tel goût et telle complexité. Mais à l'élaboration de la recette, on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir au bout, parce que entre le moment où on va brasser et le moment où on va la boire, il va se passer 2 mois. Pendant les 2 mois, on ne peut pas changer grand-chose. Donc voilà, non, c'est un truc, c'est de la chimie, c'est très complexe. Donc sur le papier, ça marche, mais on ne sait pas si 2 mois plus tard, la bière sera bonne. Ah non, 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 ça en a, oui, non, on ne sait pas. On ne sait pas si elle sera bonne, et puis après, elle peut être bonne pour nous, et puis mauvaise pour les consommateurs. T'as déjà été déçu de tes recettes, des essais que tu as pu faire? Oui, 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 il m'est arrivé de jeter des brassins, mais je pense qu'il vaut mieux jeter que continuer à s'évertuer, à vouloir vendre. Vendre, on s'en fout à la rigueur. Ce qu'il faut, faut que ça plaise. C'est ça le principal. Ici, on est dans la brasserie, hein, dans la partie brasserie, on a franchi la boutique, hein, et on est entouré de cuves en inox. Alors c'est une brasserie très moderne, hein, parce qu'on a tous l'image d'Épinal de la brasserie en cuivre avec l'espèce de cheminée qui remonte. Oui, 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 ici c'est l'inox. Alors moi j'ai pris l'inox parce que en fait maintenant toutes les brasseries sont en inox. On peut avoir un habillage cuivre pour faire genre brasserie ancienne et tout ça. Moi j'aimais pas et puis en plus faut le nettoyer. Bon et puis l'inox c'est moderne, c'est sympa. Mais bon, ce qui compte c'est surtout l'intérieur de la cuve et puis le matériel qu'on a. L'esthétique à la rigueur c'est pas le plus important. Donc ici, il y a 4 cuves. Alors ici, il y a une cuve d'ébullition, il y a une cuve filtre, et puis après, il y a 2 fermenteurs de 5 hectos, donc 500 litres. Comment ça marche? On passe combien de temps? On prépare quelle quantité de bière? On met quels ingrédients? Dans quel ordre? Alors comment ça marche? Ben, en fait, la première étape, c'est de mettre de l'eau à environ 50 degrés, 55 degrés. On concasse le malt. Après, on fait le brassage en lui-même, hein. Euh, et puis ensuite, on fait la filtration pour séparer le solide du liquide. Tout ce qui est liquide, donc qui s'appelle le mou, va être porté à ébullition. C'est là qu'on va ajouter les houblons amérisants en début d'ébullition et les houblons aromatisants en fin d'ébullition. Et puis ensuite, tout ça, ça va partir en fermentation avec les levures. La fermentation, le but, c'est de transformer les sucres en alcool. Après la fermentation qui dure plusieurs semaines, fermentation primaire, fermentation secondaire, on va passer à la mise en bouteille et la refermentation en bouteille. Donc on est à 3 fermentations. Voilà, c'est ça, 3 fermentations. Combien de temps se passe entre le début de la recette et la mise en bouteille? Est-ce que c'est une journée? Est-ce que c'est plusieurs semaines? Alors, entre le moment où on brasse et le moment où il y a la mise en bouteille, il se passe 3 à 4 semaines. Et puis après la mise en bouteille, il y a 2 ou 3 semaines de refermentation en bouteille. Donc au total, on va dire 2 mois. Entre le moment où tu débutes et le moment où la bouteille est prête à être bue, Voilà, c'est ça. Oui. Déguster. dégustée. Et alors, il y a un truc qui est plutôt rigolo, c'est que historiquement, beaucoup de brasseries sont implantées en rase campagne parce que ici, autrefois, a été découverte une source. Toi, tu es en ville et tu brasses avec l'eau du robinet, quoi. Oui, 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 je brasse avec l'eau du robinet qui est comment dire, saine au niveau salubrité, qui est chargée en calcaire parce qu'on est dans le nord, mais bon, ça c'est plutôt mauvais pour les machines, mais pour la bière c'est plutôt bien. Et puis voilà, donc c'est une eau qui est très très bien. Voilà, ça permet de faire des bonnes bières, on n'est pas... voilà, c'est parfait.
Et d'ailleurs, ça marque un tournant dans l'histoire des brasseries parce que de plus en plus, on voit des brasseurs qui reviennent en ville et donc qui brassent avec l'eau municipale. Oui, tout à fait. Alors pourquoi ils viennent en ville? Peut-être. Alors moi, j'ai beaucoup de respect pour les brasseurs qui brassent à la campagne. Je suis un citadin, un vrai citadin, et je les admire parce que l'hiver dans le Nord dure presque 8 mois. Et ne voir personne pendant presque 8 mois, ça me paraît difficile. Donc moi, je suis dans le cœur de l'île. J'ai des clients tous les jours avec qui j'échange, je discute et tout ça pendant que je brasse. Et je trouve ça génial. Par contre, brasser à la campagne tout seul, les mois d'hiver, quand il fait froid, tout ça, non, ça, c'est pas mon truc. Merci à Amaury d'Herbigny de nous avoir ouvert les portes de sa brasserie, la microbrasserie du Vieux-Lille, rue Jean-Jacques Rousseau à Lille, un lieu que je vous propose de découvrir en images sur l'Instagram du Podcapsuleur. J'en profite pour ajouter que la microbrasserie se visite avec sa cave aux 400 bières du monde entier. Il y a aussi le drive à Marquette-les-Lille pour les gens pressés. Vous retrouvez toutes les infos utiles sur le site célestinlille.fr. J'espère que ce premier épisode vous aura mis l'eau à la bouche. N'hésitez pas à liker, commenter, rajouter plein d'étoiles sur iTunes. Je vous donne rendez-vous chez un autre brasseur des Hauts-de-France dans 15 jours. D'ici là, vous retrouvez le Podcapsuleur sur Facebook et sur Twitter. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.